Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Union Pacific Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une compagnie qui exerce dans le secteur des chemins de fer, donc, ou bien du transport ferroviaire ici. Et on a analysé le secteur ici. Donc, pour ceux qui ont vu cette vidéo-ci, vous savez exactement de quoi on parle en date d'aujourd'hui. Donc, on a fait l'analyse ici de CSX, Canadian National Railways, Norfolk Southern, Wabtec, donc Westinghouse, etc. J'oublie le nom exact ici. Donc Air Brake Technology, je pense bien. Et ainsi que Canadian Pacific. Donc Union Pacific ici, ça sera la dernière entreprise pour cette liste que j'avais donnée à ce niveau-ci. La liste, vous pourrez la retrouver ici en vous abonnant directement à la newsletter gratuite ici, d'accord? Donc, en allant dans la description de cette vidéo-ci ou bien de la vidéo qui est présentement devant vous. Donc, vous avez remarqué que les entreprises dans ce secteur-ci ou bien dans ce segment ont des marges très élevées. Et vous comprenez pourquoi j'aime ce secteur d'activité-là. Il y a un monopole naturel. Je vous ai dit parfois les opportunités d'investissement, il faut déjà identifier les secteurs d'activité qui sont intéressants, les étudier et les mettre dans votre watchlist et les surveiller comme du lait sur le feu. Une fois que l'opportunité se présente parce que vous aurez fait vos devoirs, vous prendrez moins de temps à réagir. Si on vous dit présentement que le prix de l'entreprise, le prix de l'action canadienne, pas la valeur, mais le prix de l'action Canadian National Railways a baissé, parce qu'il y a un train qui a déraillé, c'est une situation temporaire. D'accord? On va se dire ici que ce n'est pas parce que le train a déraillé ici que ça met en danger tout le business model. Non. Situation temporaire, opportunité d'investissement. Combien est-ce que ça va nous coûter, etc. Et on remarque ici qu'ok, après ceci, est-ce qu'on pourra se remettre ici en fonctionnement très rapidement? Boum, opportunité d'investissement, on agit rapidement. Donc, en fait, le travail d'un investisseur, c'est non seulement faire le suivi des entreprises qu'il détient présentement en portefeuille, mais également étudier celles qu'il aimerait détenir. Pourquoi? Parce que dès le moment où une opportunité d'investissement va se présenter, elle ne se présente jamais sans un risque. D'accord? Et le risque ici peut être à court terme ou à long terme. OK? Notamment quand on parle de troisième ici, le risque ici, il est plutôt à long terme, il est plutôt à moyen terme, long terme. OK? À court terme, ici, le business se comporte bien, mais quand on ajoute les éléments issus ici des différents procès, ça met un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Ce qui nous fait dire ici que pour troisième, le business principal est bon, mais franchement, on va s'éviter les mots de tête. On y reviendra quand on aura plus d'informations concernant les indemnités, etc. D'accord? On ne veut pas rentrer dans un dossier où on va se retrouver en train de faire quelque chose. Enfin, je ne prendrai pas l'exemple de Orpea parce que Orpea, ce n'est pas le bon exemple ici. Bref, vous comprenez ici qu'on ne veut pas rentrer dans un dossier qui va être compliqué. Donc, pour Canadian Pacific Railways ou bien pour Union Pacific ou Norfolk Southern ou Canadian Railways ici, je pense qu'avec l'étude qu'on a effectuée ici, vous pouvez remarquer que ces entreprises-là, bien qu'elles exercent dans le même segment d'activité, certaines semblent avoir de meilleurs rendements, d'accord, en termes de revenus, en termes de marge, ok? Mais toutes ici ont des marges ici supérieures à 25%. C'est clairement des marges que vous allez retrouver dans les compagnies de haute technologie. Et encore, quand je parle de marges ici, ce ne sont pas des marges nettes parce que les free cash flow également, vous pouvez les avoir à 25%. Donc, elles investissent également massivement ici pour pour leur futur, enfin pas leur futur, mais pour leur développement. Donc, elles ont des marges de compagnies technologiques tout simplement parce qu'elles ont des monopoles naturels. Bref, c'est terminé avec ce genre de bavardage-là. Maintenant, on va aller sur Union Pacific ici. Alors, pour Union Pacific, comme d'habitude, quel est le niveau de revenu? Première chose qu'on va regarder. Après le revenu ici, on regarde quoi? Après le revenu, on va regarder ici la marge. Donc, revenu ici est de combien? Le niveau de revenu ici, sur les 12 derniers mois, on a à peu près 24 milliards. Qu'est-ce que j'observe quand je dézoome un tout petit peu? J'observe ici que sur les 20 dernières années, on a une certaine croissance. Il y a des zigzags, certes, mais surtout, il faut à peu près remarquer à quelle période il y a des zigzags. 2007-2008. Ici, pour ceux qui peut-être que vous n'investissez pas encore, mais 2016, il y a eu à peu près une correction en 2016 et celle de 2020. Donc, elle est très sensible à l'évaluation, enfin pas l'évaluation, à l'évolution enfin pas macroéconomique, mais de l'économie en général. OK? Quand il y a un ralentissement, on a ce genre de soubresaut là. OK. Donc, actuellement, sur les 24 mois, on a 24 milliards. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est durable? D'accord? Est-ce que c'est durable? Et pour répondre à cette question-là, on va aller voir ce que les analystes pensent. UNP ici, Union Pacific Corporation.
Les analystes ici pensent qu'on aura à peu près combien en termes de marge. Alors, ici, et je rappelle encore une fois que cette compagnie mérite être dans n'importe quelle watchlist. Pour ceux qui investissent aux États-Unis ici. Pour ceux qui n'y investissent pas, voilà, vous pouvez juste passer, abonnez-vous à la vidéo, enfin pas vous abonner, mais voilà, passer à une autre vidéo sur la chaîne. Alors, ici, le revenu. Vous voyez ici que les analystes s'attendent à avoir à peu près des revenus, voilà, à peu près stables, pour le dire comme ça. En 2022, 25 milliards, 2023, 25 milliards 450. Donc voilà, pas grand-chose en termes d'évolution ici. Mais n'oubliez pas, ça c'est dans le futur. Le futur est généralement incertain. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est, voilà, on peut analyser une compagnie en termes de revenus ici avec une grande certitude quand on connaît la taille du marché. Mais pour ce genre de business-ci, déjà, ce sont des entreprises matures, d'accord? La taille du marché dépend de beaucoup d'éléments ici et que ces éléments-là dépendent de l'environnement macroéconomique. Et quand on s'en va dans un environnement macroéconomique, pour ceux qui ont vu ici la note en question, quand on va sur l'environnement macroéconomique actuel ne semble pas être bon à moyen terme, court terme. Et ce qui pourrait nous présenter des opportunités d'investissement ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Je vais prendre uniquement ce qu'on pourrait avoir sur les 12 prochains mois. Donc, enfin, par rapport au 25 du mois de décembre, au 31 du mois de décembre 2022, je vais prendre 25 milliards 9. D'accord? Je mets 25,09 billions. Croissance du revenu, je mets 0. C'est pas comme si on n'avait pas, mais je garde ça je garde ça à côté. Si vous voulez juste un titre d'information ici sur les 10 dernières années, et encore, il faut savoir la croissance est due à quoi? À acquisition, organique, c'est très important à savoir. Donc, 1% sur les 10 dernières années, 3% sur les 5 dernières années, 3% sur les 3 dernières années. Donc, c'est juste un titre d'information. Marge des free cash flow ici, je compare d'abord les free cash flow et les net income. Alors, je ne serais pas surpris qu'on ait tendance à ne pas à ne pas parler le même langage ici pour les net income et les free cash flow, tout simplement parce que c'est un business à capital intensif. Donc, les net income auront peut-être tendance ici, quand en situation de prospère, à être plus élevés que les free cash flow. Mais quand on va dans une situation difficile, ils vont privilégier les free cash flow et éliminer les dépenses en capital de croissance. Donc, ici, je prends les net income. OK? Et vous constatez également que par rapport à encore une fois, si vous avez vu la note ici, vous aurez compris que les marges brutes augmentent également ici. On est à 22% à 55%. Je comprends que les marges brutes ici entre 99 et 2003 ont été aux alentours de 30% ici, mais depuis à peu près 2005, les marges sont de plus en plus élevées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un pricing power de plus en plus élevé. Donc, je prends les marges de net income ici, je prends les margins, net income, margin, sur les 12 derniers mois ici. Je prends ça, on met ça comme ça, je prends la partie concernant la médiane. Donc, ça fait 12,67. Ici, je prends sur les 10 dernières années, on est à 24%. Faites attention, ça peut être une variation ici temporaire, donc c'est clairement une erreur ici. C'est pas clairement une erreur. De toutes les façons, le dernier, voilà, celui qui a le dernier mot, c'est le rapport financier. D'accord? Ça, c'est juste à titre d'information pour gagner du temps. Les 5 dernières années, on sera aux alentours de 28%. OK? Donc, 28%, mais attention, ça aussi, c'est un élément ça peut impacter positivement ici ce résultat-ci, mais c'est une médiane, donc c'est à peu près correct, ça élimine à peu près ce genre de bruit-là. Donc, sur les 3 dernières années, on a également 28%. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je vais me fier également à ce que pensent les analystes. Alors, net income, free cash flow, les analystes, ils me mentionnent combien à peu près. Alors, ici, les analystes attendent à peu près aux alentours des 28% par là à long terme. Je marque 28%. On a du 28, 29, 28,5, 30%. Je prends 28% ici. OK? Donc, 28. OK? Maintenant, nombre d'actions. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui est croissant ou décroissant? J'aime les entreprises qui rachètent leurs actions. À bon prix, bien sûr. Pas les entreprises qui rachètent leurs actions à tout prix. Donc, parce que le rachat d'actions, il est bon jusqu'à un certain prix. Donc, ici, vous constatez que cette compagnie-ci, depuis 2006, a racheté les 2 tiers, même, non, pas les 2 tiers, excusez-moi, les 1 tiers de ses actions. D'accord? Donc, ici, on a 621 millions d'actions. Je vais mettre 622 millions d'actions. D'accord? On va faire simple. 622. OK? Maintenant, le PER moyen est de combien? Donc ici, vu qu'on a pris les net income ici, le marché pour les autres entreprises avait tendance à payer 22 fois 17, 20, 22 fois les bénéfices. Ici, à combien nous sommes en date d'aujourd'hui? Price to earning, last 12 months, je prends ça, je prends ici, voilà, donc on met ça, voilà, et on descend
à ce niveau-ci. Voilà. Donc, sur les 20 dernières années, le marché paye 18 fois les bénéfices. 10 dernières années, il paye 19 fois, 20 fois les bénéfices. 5 dernières années, il paye 21 fois les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices de toutes les façons. D'accord? Mon PER ici, je le mets à 20 une fois. Donc, je pourrais prendre 17, 20, 22. D'accord? Mais avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. La dette nette, tout en vérifiant toujours ici, est-ce qu'on a pris en considération les obligations liées aux pensions? Et si on a pris en considération les obligations liées aux pensions, est-ce que la pension ici est payée au total ou bien on doit de l'argent au fonds de pension ici? Donc, c'est quelque chose à voir généralement. Ici, on a des dettes. La dette nette que je prends ici, c'est pas en me fiant à cet agrégateur-ci. Je n'ai pas regardé les états financiers ici pour faire le double checking, d'accord? Ça, c'est juste à titre d'information. On a 33,74 milliards ici. De toutes les façons, les chiffres ici me permettent déjà de voir qu'on a une entreprise extraordinaire ici. Et c'est le genre d'entreprise qui m'intéresse déjà à ce niveau-ci. Donc, 33,74. Pour ceux qui aiment généralement regarder ici, ouais, mais quelle est la dette nette sur EBITDA, blablabla. La dette nette sur EBITDA inférieure à 5, inférieure ou égale à 5. Ici, on a 2,7, c'est parfait. Mais vu également que c'est un business qui investit massivement, il faut regarder la dette nette sur EBITDA moins la dépense en capital. Ça donne ici un ratio de 3,8, donc on est encore correct, parfait. Donc, on revient ici, on a 33,74. OK. Qu'est-ce qui nous manque? Qualité de dividende, on va y revenir à la fin. Donc, X20, je vais calculer X20 directement, donc 20 fois les bénéfices ici. 28% de 25 milliards, 25 enfin, je prends 25 milliards et 100 millions, on va le faire comme ça, pour ne pas se casser la tête, ça ne change pas grand-chose. Il faut avoir 28% ici. OK. Multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette qui est aux alentours de 33,74, ça donne 106, disons 107 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici, à peu près 622, donc 0,622, ça nous donne ici au total 172 $ l'action. Donc 1,72 $ l'action. Actuellement, on cote à combien? On cote à 212 $ l'action. Donc je dirais ici que l'entreprise est, à mon avis, légèrement surévalué. Je dis bien légèrement surévalué. Et encore, il faut prendre le surévalué avec des pincettes. Parce que entre 170 ici et 212, enfin 213 divisé ici par 172, on a à peu près 23, 24, donc ça fait quand même 25% de différence ici. Donc on est légèrement surévalué ici. Donc la croissance, l'opportunité ici va dépendre de l'augmentation des marges. On voit ici que l'entreprise a l'habitude d'augmenter les marges ici, mais il y a un plafond à un certain niveau. Ici, pour la croissance, voilà, la croissance est légèrement liée également par acquisition. Et il reste très peu de lignes de chemin de fer aux États-Unis et au Canada qui sont indépendantes. Enfin, qui nous permettent à peu près de garder, d'avoir une part de marché de moins de 25% ici, afin de ne pas se heurter ici à des réglementations concurrentielles ici, enfin liées ici à la concurrence déloyale. On va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est légèrement surévaluée. Si vous l'avez acheté aux alentours, je ne dirais pas que le prix est tellement mauvais, parce que vous savez que moi, je prends toujours en considération la dette ici. Donc, si l'entreprise revenait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividendes, qu'est-ce que vous allez avoir par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 5%. C'est ce qui me pousse à dire ici que si je ne prends pas en considération la dette, l'entreprise ici est correctement évaluée. On est à 20 fois les bénéfices, on est correct. Rendement de 5%. Ça veut dire que le rendement de dividende de 2,44% ici, si on avait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez eu 5%. Actuellement, on vous donne 2,44%. Donc, ce dividende-là, il est safe. Il est même très safe. Et il y a encore un potentiel de croissance par rapport à ce dividende-là. Donc, maintenant, je dirais, voilà, pour ceux qui ont acheté la compagnie ici aux alentours de 150, etc., vous avez des bons prix d'entrée. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement ici aujourd'hui? Non. Par rapport à des alternatives sur le marché, je dirais non. On a bien mieux que ça. Donc, allez toujours au-delà de la croissance du dividende, etc. Concentrez-vous sur la qualité de l'entreprise ici. C'est parce que tout dépend ici. Ce dividende-ci dépend des free cash flow. D'accord? Et les free cash flow dépendent ici de la pérennité du business model. OK? Donc, c'est un 360. L'un ne va pas sans l'autre. OK? Donc, dividende dépend de la bonne santé d'une entreprise. OK? Ainsi que de la pérennité de celle-ci, de cette dernière. Pour moi, ici, on va se dire que on est légèrement surévalué.
D'accord, on est légèrement surévalué, mais pas de ouf non plus, d'accord. On prend une marge d'erreur de 25%, ça va, c'est correct. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ait une opportunité d'investissement ici. Idéalement, c'est une entreprise ici qui pourrait nous intéresser aux alentours de 100 dollars par là, mais elle est très rarement sous-évaluée. Très, 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 très rarement sous-évaluée. Mais ça reste qu'une entreprise, une entreprise qu'on pourrait suivre ici avec attention. En tout cas, moi, je vous recommande de suivre cette entreprise ici avec attention. Si le marché baisse et arrive aux alentours de 100 dollars par là, parce que rappelez-vous, en 2008, ici, on était à peu près à 40, on a eu à peu près un plus bas aux alentours de 15 dollars, donc plus de la moitié. Donc, si on fait juste le plus de la moitié du plus haut ici, à peu près, ça revient ici à 135 dollars par là. Donc, ça commence déjà à devenir, ça pourrait être un prix déjà assez intéressant. Donc, si vous l'avez eu aux alentours de 2000, vous voyez, 2020 ici, pour ceux qui l'ont eu aux alentours de 2020, dormez sur vos deux oreilles. Dormez sur vos deux oreilles. Votre prix est tellement bon. Donc, sur cette chaîne-ci, je parle uniquement, j'ai tendance à vouloir parler uniquement d'entreprises qualitatives. OK? Vous allez voir ici que on a énormément d'entreprises, on a parlé d'énormément d'entreprises ici, donc certaines ne sont juste pas intéressantes. Ces vidéos-ci, c'est juste pour vous permettre de pouvoir commencer à faire une première analyse. Ça ne veut pas dire qu'on a que de faire ici une analyse fondamentale. Ça, c'est une analyse quantitative, d'accord? Le qualitatif, maintenant, doit donner vie à ces chiffres. Donc, lisez vos rapports financiers. Mais maintenant, les notes que je vous donne présentement, ce sont des analyses. Enfin, je vais vous dire ici, c'est un condensé d'analyse qualitative parce que je vais faire le maximum ici parce que je sais que les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas lire. Déjà, lire ne serait-ce qu'une page, c'est compliqué. Imaginez 3, 4, 5, 6. Donc, j'essaie de donner à peu près quelque chose qui pourrait vous donner le maximum d'informations sur une page. Mais ça, c'est encore, ça c'est sur la partie premium, enfin, sur la partie gratuite pour le moment. Parce que à la longue, on va uniquement vous donner les informations concernant le secteur d'activité ainsi que les entreprises intéressantes. Pour le reste, si vous voulez faire votre propre analyse qualitative, vous allez le faire de côté. Et pour la partie d'analyse qualitative, je vais uniquement la réserver à ceux qui prennent la newsletter ici qui est payante, d'accord? Parce qu'il y en aura deux. Celle qui est présentement ici sera toujours gratuite. Donc, n'hésitez pas à toujours lire vos rapports financiers. C'est important. Ça vous donne une vue d'ensemble de la compagnie ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, pour cette compagnie-ci, 172 dollars l'action du dividende ici, il est safe et on l'attend à un prix plus intéressant. Disons aux alentours de 100 dollars par là, mais sinon 135, ça pourrait commencer à être intéressant. On se dit à bientôt. Merci.